Salut, vous connaissez Max Valentin, le créateur de la Chouette d'Or. Il y a d'autres chasses au trésor qui existent avec d'autres créateurs qui vont devenir des créateurs de renom, tel Étienne Piquant qu'on va interviewer aujourd'hui, qui fait partie de ceux qui sont à la tête de la société Unsolved, qui ont créé des chasses de ouf, dont la nouvelle qui vient de sortir pour le Puy du Fou qui s'appelle Excalibur. Le trésor à gagner est incroyable, la chasse aussi, et on va pouvoir en discuter avec lui. Étienne, tu es chasseur de trésors. Oui. Ça c'est correct. Tu es créateur d'énigmes. C'est ça. Récidiviste en création d'énigmes et de chasse. Maintenant, oui. Multirécidiviste, maintenant, oui. Et toutes ces choses-là, et du coup, j'ai à peu près 1 milliard de questions à te poser. Alors, aussi bien dans le cadre de la nouvelle chasse qui vient d'être lancée, enfin, qui est en cours de lancement, qui est Excalibur, en partenariat avec le Puy du Fou, mais aussi sur l'à côté, en fait, ça veut dire quoi être créateur d'énigmes, créateur de chasse. Moi, j'ai plutôt rencontré des chasseurs qui étaient dans leur grotte, qui faisaient leur petite chasse tout seul. Donc, tu fais des chasses au trésor, toi, en tant que chasseur, depuis quand ? En tant que chasseur, ça fait 6 ans que je fais des chasses au trésor. Okay. J'avais commencé avec évidemment la Chouette d'Or, lors de Sipane, et puis plein de petites chasses départementales à Paris, en région parisienne, puisque je suis originaire de l'Île-de-France. T'as quel âge, sans indiscrétion ? J'ai 27 ans. 27 ans, ah ouais, donc t'as commencé sur étudiant. Le tard, entre guillemets, tu vois, c'est pas genre dans ta famille ça faisait des chasses, c'est déjà tout petit, t'avais tapé ton radar et puis t'allais déterrer des trésors, non ? Alors il n'y a pas de passionné de détection de métaux dans la famille. Après, j'ai mon grand-père qui cherchait le Graal. Il était professeur de mécanique et en fait en parallèle de son métier, il était passionné par l'histoire des Templiers. Il soupçonnait Jacques de Molay et les commanderies templières d'avoir caché le trésor dans le sud-ouest de la France, dans l'une des commanderies, juste avant l'arrestation par Philippe le Bel. Et donc il a passé une grande partie de sa vie personnelle à essayer de le chercher. Et après, avec mon frère et mon père, évidemment, on était bercés par tous ces récits, par la pop culture autour de la chasse au trésor, par des livres comme L'île au trésor. Et donc on a un peu plongé là-dedans, on a cherché la Chouette d'Or pendant tout le confinement. Okay. On était un peu obsédés par cet univers-là qui nous a fascinés. Et donc, quand j'ai été diplômé, je me suis dit que je voulais continuer à baigner là-dedans, dans cet univers. Et donc, j'ai créé Unsolved. C'est énorme. Quand tu t'es lancé, toi, dans la Chouette d'Or, donc durant le confinement, tu me disais, en plus, vous aviez accès à un truc dont je n'avais pas accès, moi, quand j'étais petit, qui est Internet, quoi. Je sais pas si plus simple ou moins simple aujourd'hui d'avoir accès à des milliers d'informations qui traînent sur les forums, sur des Discord, des trucs comme ça, qu'avant, quand tu faisais ton truc, c'était vraiment dans ton coin, quoi, tu vois. Parce que j'imagine que vous avez saigné les madites, c'est-à-dire les paroles de Max Valentin quand vous êtes lancé dans la Chouette. C'est un peu le problème. C'est-à-dire que je pense que quand il a créé ça en 1993, son objectif, c'était que n'importe quel Français moyen avec une carte Michelin, accès à une bibliothèque publique et puis finalement une culture générale basique, pouvait résoudre la Chouette d'Or. Et l'arrivée d'Internet a multiplié par 10, par 100 les fausses pistes, les théories. Et ça a peut-être contribué au fait que la chasse dure très très longtemps. Oui, parce qu'on se noie en fait dans ces pistes-là. Ouais. C'est ça. Et donc toute la difficulté aujourd'hui de créer des énigmes, c'est qu'on a non seulement Internet, on a aussi l'intelligence artificielle. Et donc c'est important, je trouve, de donner un cadre plus strict aux joueurs. Ouais. Alors parfois c'est pas toujours simple. La légende arthurienne, on va en parler, c'est très compliqué puisqu'il y a toute une littérature qui est quasiment infinie dessus. Ça a été repris ensuite dans des séries, dans des films à succès. Donc les gens ont déjà façonné un imaginaire autour du roi Arthur. Et donc ça va être toute la difficulté, à mon avis, de cette chasse. Tu mets le doigt sur pas mal de choses. Juste pour boucler la conversation sur la Chouette, donc au moment où on parle, elle a été trouvée, mais nous, on n'a toujours pas accès aux solutions qui seront publiées dans quelques mois, juste comme ça dans la vidéo. Pro-dabo, pas pro-dabo, daboïste, pas daboïste, qui est le grand point de scission chez les chouetteurs. Alors, j'ai vraiment hâte de découvrir les solutions pour le coup. T'as le droit de pas te prononcer. Non, mais alors pour le coup, j'avais fait toute une série, justement, une enquête, un grand angle sur la Chouette d'Or, parce que j'avais divulgué toutes mes pistes au moment où j'avais arrêté de chercher, j'avais plus le temps de chercher. Et alors, la piste que je privilégiais, c'était une piste autour des 3 empereurs, Napoléon, Charles Quint et Charlemagne. Okay. Et ça m'amenait à un petit village du Grand Est qui s'appelle Sainte-Hélène, et une forêt en forme de cœur, puisque ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Et donc c'était la forêt de Remiremont, je crois. Ouais. Rambervilliers. Okay. Donc pas daboïste. Tu me disais tout à l'heure, donc toi tu sors des cours, tu te dis je veux continuer à baigner là-dedans, tu montes une société pour créer des énigmes, littéralement c'est ça ?
En fait, moi, je crée des énigmes depuis toujours pour ma famille, pour mes amis, pour mon immeuble. Enfin, j'adorais créer des petits jeux de pistes. Okay. Et donc, la Chouette d'Or m'a donné l'idée de relancer ça en France, puisque je trouvais que ça faisait 30 ans finalement que ça s'essoufflait et qu'il n'y avait pas d'ambition de créer des chasses assez grandes, même qui puissent aller au-delà de la France. Ouais. Puisque finalement, la chasse au trésor, c'est un passe-temps qui est connu que dans 3 pays, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. C'est pas vrai, ah ouais? Mais il n'y a pas de chasse au trésor de référence ou même assez connue dans nos pays voisins, okay. En Allemagne, en Italie, en Espagne. Alors qu'il y a du tout partie de leur il y a une histoire extrêmement riche. Bah ouais. Et le thème de la chasse au trésor, en fait, on peut choisir n'importe quel thème pour en faire une chasse au trésor tant qu'on arrive à sublimer ce thème et à donner envie aux gens en fait, de s'intéresser à ce thème par ce prétexte ludique de la chasse au trésor. Oui, c'est un véhicule, c'est un chemin pour découvrir en fait la chasse. Exactement. C'est le but de la chasse, la dotation comme on dit, c'est la cerise sur le gâteau, mais peu importe en fait, le chemin il sera cool quoi qu'il arrive. Exactement. Et d'ailleurs la plupart des chasseurs de trésors, ils vont participer à une chasse non pas pour la dotation, même si c'est peut-être ce qui leur a donné envie au départ de participer, mais pour le plaisir de se frotter à un défi intellectuel. Ouais. Quand on monte une boîte de création d'énigmes ou création de chasse, c'est quoi le point de départ? Parce que justement, comme tu dis, ça n'existe pas vraiment, tu vois. C'est pas propagé dans tous les pays du monde. Donc t'as pas un business model où tu te dis, ben voilà, je monte cette boîte, je vais aller voir un tel, je vais dire, je vais faire une chasse pour toi, il va me dire oui, et puis j'ai du boulot pour 1 an, quoi, tu vois. La première difficulté, en effet, c'est de créer la première chasse. Nous, ça nous a pris 1 an de trouver suffisamment de sponsors pour lancer notre première chasse au trésor qui était l'élixir d'or. dont on avait parlé ici sur ma chaîne principale et sur C'est con qu'on joue aussi. Exactement. Et alors le point de départ peut-être plus initial, c'est l'envie de créer une chasse au trésor sur un thème qui me passionne depuis très longtemps, à savoir le vin et l'alchimie. Okay. Et j'étais fasciné par la personnalité du comte de Saint-Germain, donc je voulais créer une chasse au trésor sur ce thème-là. Et à partir de cette idée-là, on a monté une équipe pour pouvoir convaincre des vignerons de doter la chasse. Et donc on a contacté à peu près 6000 domaines viticoles, jusqu'à ce qu'il y en ait 43 qui disent oui, puis le château de Vaux-le-Vicomte pour qu'ils puissent héberger la cave à gagner. Et donc ça nous a pris 1 an avant de pouvoir commencer à présenter en fait ce premier jeu au public. Nous on a eu de la chance d'ensuite être contactés par d'autres entreprises, notamment on a fait des petites chasses au trésor pour par exemple l'école polytechnique, puis ensuite le Nagador avec Enfants du Mékong, une chasse solidaire. On a trouvé l'idée géniale, c'était sur les temples d'Angkor, le Cambodge. Et puis enfin, le Puy du Fou qui nous a proposé cette chasse assez unique autour de leur nouveau spectacle pour la saison 2025, donc sur l'épée du roi Arthur. Tu arrives à te renouveler dans la création d'énigmes. Est-ce que tu as l'impression des fois toi-même de te surprendre à redécouvrir des mécaniques, ou est-ce que tu navigues dans un stock de mécaniques possibles, de la crypto, du machin, du truc, du bidule, et tu essaies à chaque fois juste de t'inspirer de l'univers pour que l'enrobage rende tout ça différent, tu vois? C'est une vraie question que je me pose. Il y a énormément de jurisprudence de solutions de chasse qui ont été dévoilées. Et donc moi je télécharge et je lis toutes les solutions de toutes les chasses qui ont été terminées. Pas pour m'en inspirer, mais pour voir déjà tout ce qui a déjà été fait et éviter déjà de copier d'autres créateurs. Ensuite, c'est très vaste en fait, on peut faire des énigmes sur des énigmes littéraires, des énigmes historiques, des énigmes qui demandent de la documentation, des énigmes sur des codes, de cryptographie pure, des énigmes qui demandent un peu d'intuition, d'imagination. C'est plutôt ces dernières énigmes que j'ai tendance à privilégier parce que c'est celles qui résistent le mieux en fait, aux algorithmes et aux joueurs qui vont faire ce qu'on appelle du brute force, c'est-à-dire avoir des outils qui testent toutes les méthodes de cryptographie existantes de façon automatique et qui cassent pas mal de chasses qui reposent uniquement sur ce type d'énigmes de crypto. Et ensuite, on s'adapte au thème. Et après, on peut innover sur plusieurs façons. On peut innover sur un peu le final, on va dire, des énigmes. On peut innover sur le format, on peut innover sur les supports. Par exemple, c'est sûr que d'ici 10 ans, il y aura plein de chasses au trésor qui auront été créées dans les jeux vidéo, dans des open world, un peu comme dans Ready Player One. Il y aura forcément des chasses au trésor virtuelles qui vont prendre de plus en plus d'espace. Mais je pense que les joueurs auront toujours besoin aussi de revenir à des chasses au trésor authentiques où on va vraiment déterrer un coffre à la fin du jeu. Et donc voilà. Nous, on a plein d'idées de chasses au trésor différentes. On s'adapte aussi aux propositions qu'on peut avoir. Parce que si on a une idée mais qu'il n'y a pas de trésor à offrir, ça fera toujours un peu moins rêver
les joueurs. Et l'objectif d'Unsolved, c'est quand même de créer des chasses grand public, suffisamment dotées, où il y a suffisamment de personnes qui peuvent participer aussi pour qu'on puisse les populariser, les démocratiser auprès du plus grand nombre. Vous êtes combien dans ta boîte dans Unsolved ? Aujourd'hui, on est 4. Je m'occupe des chasses au trésor à long terme. Ok. J'ai un associé qui s'occupe d'autres chasses au trésor un peu plus resserrées sur des formats innovants qu'on va bientôt présenter et des jeux de société plus traditionnels. Okay. J'ai une autre personne qui crée des jeux d'enquête historiques. D'accord. Un peu comme les escape games à la maison ou les jeux de détective, mais vraiment centrés sur une chasse au trésor avec un fond historique. Et puis on a un graphiste. Ok. Oui, lui, il doit pas chômer non plus. Non plus. Tu as lancé là avec le Puy du Fou Excalibur. La dotation, c'est une énorme épée de 3,4 kg, je crois. C'est ça. Avec une pierre précieuse qui est sertie, qui a été forgée vraiment à l'ancienne, en gros. Elle est estimée à 250 000 €, je crois. Hein, exactement. Un peu fabuleux, un peu trésor fabuleux, le Excalibur. J'ai vu que tu orientais vraiment grand public et un peu certifié va résister aux IA. Je trouvais ça intéressant parce que j'ai fait une chasse au trésor assez courte en 2018 où il y avait 10 diamants à gagner. Le premier des 10 diamants, il a été pété, comme on dit dans les chasses, en 24 heures. Donc c'était le seul endroit où il y avait du code à casser. Et donc c'est quelqu'un qui avait tous les outils. Et dès qu'une chasse sort, il pose une journée de congé et brute force. Il ne savait pas qui j'étais, il ne savait pas ce que c'était l'histoire de mon truc, il s'en foutait. Il savait juste que s'il était assez rapide, il pouvait péter un diamant et le récupérer. Et donc avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, je me dis toujours que ça va donner quoi pour les chasses. Et donc toi, via peut-être l'imaginaire, tu vas me dire si c'est ça ou pas, mais en tout cas, tu arrives à contourner un truc de je suis assez sûr que l'IA va pas être une grande aide pour résoudre cette chasse. Alors oui, parce que déjà je fais bêta-tester tous mes énigmes avec des logiciels d'intelligence artificielle assez variés, les derniers sur le marché. Et surtout, là, la chasse va comporter 12 énigmes calligraphiées, mais aussi 12 enluminures. Okay. L'intelligence artificielle a beaucoup de mal à faire preuve de bon sens, surtout s'il faut associer texte et visuel. De surcroît, si c'est sur un thème extrêmement vaste qu'elle n'arrive pas à resserrer. La matière de Bretagne, le cycle arthurien, c'est infini, donc là-dessus, je souhaite bon courage à l'intelligence artificielle. Comment ça s'est passé ? C'est le Puy du Fou qui est venu vers toi ou c'est toi qui es allé faire au Puy du Fou c'est très joli, il y a un grand univers, vous voulez pas qu'on fasse un truc ? Alors non, c'est le Puy du Fou qui nous a contactés. Génial, c'est très valorisant. C'était très surprenant puisqu'on est passé à côté du message pendant 2 semaines. C'est vrai, c'était dans les spams. Débordé, donc on n'a pas vu passer le mail. Et en effet, l'équipe de communication du Puy du Fou avait vu passer Elixir d'Or, avait trouvé l'idée superbe. Comme il savait qu'il lançait une nouvelle création, un nouveau spectacle en 2025 autour de la légende arthurienne, des chevaliers de la table ronde, avec le spectacle L'épée du roi Arthur, eh bien ils ont eu l'idée de créer une chasse au trésor pour faire gagner Excalibur et de la recréer pour l'occasion. Ok. Donc c'est dans ce cadre-là qu'ils nous ont proposé de lancer ce projet. En plus, moi je suis fan de longue date de la légende arthurienne, c'était juste un bonheur fou et indescriptible de pouvoir d'aller brasser là-dedans sur ce thème. Quand eux ils te proposent ça, c'est eux qui t'imposent un petit peu la cible, mais entre guillemets de fait, c'est-à-dire le plus grand public possible. Pas tant que ça finalement, parce qu'une chasse au trésor c'est pas grand public. Okay. Une chasse au trésor c'est quand même difficile, c'est un jeu qui est un peu à contre-courant de la société actuelle, puisque c'est un jeu qui demande beaucoup de persévérance, sur lequel on peut passer des années sans trouver, puisqu'à la fin il n'y a qu'un seul gagnant. Donc on est vraiment à contre-courant de cela, et on essaie justement de faire revenir les joueurs, les passionnés d'énigmes, les passionnés d'histoire, vers ce type de format-là. Okay. Mais non, ce n'est pas grand public. Tu te dis que ça prend quelle forme ? La forme d'un livre directement ? Parce que je spoil, je connais la réponse à la question. Il va y avoir un format physique et un format digital en fait pour ça. J'ai vu que même les précommandes étaient lancées. Alors, si vous voulez avoir quelque chose au pied du sapin, on vous mettra un lien dans la description. Il y a, je crois, 6 boxes différentes avec des jeux de société, par exemple, en plus, etc. etc. Donc, mais elle est officiellement lancée début 2025, si je dis pas de bêtises. En mai 2025. Mai 2025. Comment tu vas envisager ta chasse ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tout faire à distance ? Est-ce qu'il faut aller creuser finalement ? Est-ce qu'il faut aller dans le parc ou pas ? Tu vois ? Et surtout, ça c'est une vraie question qui me taraude les neurones. Comment ça marche en termes de confidentialité quand on travaille avec une entité aussi puissante que le Puy du Fou ? Alors on a été très clair dès le début avec le Puy du Fou que la répartition des tâches
se ferait en fonction de nos compétences. Ok. Et donc, le Puy du Fou n'a jamais eu accès à la moindre solution, même aux énigmes. Les énigmes ne sont dévoilées publiquement qu'en mai. Et donc, les énigmes, les seules personnes qui les connaissent pour l'instant, c'est la calligraphe qui les a rédigées sur une peau de bête. Ok. C'est l'enlumineuse qui rédige les enluminures, et c'est moi. Ok. Et même la calligraphe et l'enlumineuse, en fait, travaillent sur un cahier des charges et un accord de confidentialité extrêmement strict. Ça garantit déjà une très grande confidentialité. Pareil, quand je vais enterrer le coffre, je n'ai aucun outil numérique avec moi, technologique, donc il n'y a aucun moyen de me tracer. Non mais c'est vrai, ça c'est important, parce qu'aujourd'hui on sait qu'on a du tracking partout, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu le retour au Moyen-Âge quand on va faire cela. Et puis il n'y a aucune trace informatique des solutions, encore moins, pour éviter toute tentative de piratage, de hackage. Il n'y a qu'un seul exemplaire qui est dans un coffre-fort gardé par une huissière de justice. Okay. Et comme ça garantit que quoi qu'il arrive, la solution est toujours disponible, on ne sait jamais. Et puis sinon, personne ne peut en tout cas accéder à la solution. Oui, et puis un coffre d'huissière, ça te garantit aussi d'éviter des accusations quelconques, on ne sait pas mais il y a eu quelqu'un qui a eu accès, quoi. Voilà. Au moins c'est garanti. Et on fixe toujours aussi une durée limitée dans le règlement à 5 ans pour éviter que les chasses au trésor prennent trop de temps. Il se passe quoi au bout de 5 ans si personne n'a trouvé ? Alors il y a plusieurs options, c'est les joueurs qui choisissent. S'ils pensent être extrêmement proches, ils peuvent décider de prolonger de quelques mois pour se laisser la possibilité de finir la chasse dans les règles de l'art. Et puis s'ils n'ont vraiment pas trouvé, on fait une vente aux enchères du trésor. Et c'est les joueurs qui décident de donner à l'association de leur choix le résultat de la vente aux enchères. Vous gardez la possibilité ou pas de faire ce qu'on appelle des IS, des indices supplémentaires que le puits ou que vous libéreriez au cours de la chasse? Oui, en fait, j'organise des progressivomètres tous les 3 mois. Des progressivomètres? Exactement, donc c'est des sondages où les joueurs répondent anonymement pour m'indiquer où ils en sont dans la progression de leur cheminement, de leur déduction et de leur déchiffrement. Et donc, à partir de ces résultats, je peux savoir si le calibrage que j'avais estimé en début de chasse est toujours actuel ou pas. C'est ça le plus dur quand on est créateur, c'est de calibrer en vrai. C'est le plus dur, surtout que c'est pas du tout une science exacte, puisqu'on ne sait pas avant le début du jeu combien de joueurs vont participer, ni leur niveau de sagacité. Et ensuite, il peut y avoir des nœuds ou des codes. C'est très difficile de savoir, de donner une fourchette d'estimation sur combien de temps ça va prendre pour un cerveau humain pour décoder cela. Moi, je fais tout un travail là-dessus, mais ça reste une science très inexacte. J'aime bien le rapport temporel du créateur d'une chasse avec les chasseurs. C'est-à-dire qu'au moment où toi, tu crées ta chasse et tes énigmes, tu penses au futur et à toutes ces personnes, donc tu fais un job de mentaliste en fait à ce moment-là. Et après, dans le futur, tous les chasseurs, ils font un job d'imaginer le toi du passé, le créateur de la chasse, et ils font des mentalistes, des rétro-mentalistes. Il y a une vraie connexion en vrai entre c'est un vrai jeu psychologique. Ah ouais, c'est vrai. Hein, et je pense d'ailleurs que plus tu feras de chasse et plus des chasseurs suivront toi tes chasses, plus ils essaieront de se faire une cartographie de la mentalité d'Étienne, tu vois, en se disant non mais là il n'a pas pu nous faire ça, c'est sûr, parce que nanana. Si moi je suis père de famille, j'ai jamais fait de chasse au trésor de ma vie, j'ai pas cette culture de la chasse au trésor, mais j'aime bien la légende arthurienne, et ça tombe bien, j'ai mon fils, il a 10 ans ou 12 ans, et il a adoré Merlin l'Enchanteur de Disney, et je me dis on va se faire ça un peu père-fils. Est-ce que tout de suite on va bloquer dès le début ou est-ce qu'on va réussir à s'amuser, à creuser des petites choses? On s'assure que les énigmes soient de difficulté croissante et que n'importe qui puisse quand même prendre énormément de plaisir à avancer dans le jeu sans être bloqué trop rapidement. Ah, c'est bien. Et même j'essaie de mettre moins de cryptographie que d'autres créateurs et donc de laisser plus de jeux, plus de place au raisonnement un peu intuitif, aux personnes qui ont des compétences, qui ont des connaissances en histoire, qui se sont intéressées vraiment à la richesse du thème pour pouvoir progresser dans le jeu. Il y aura un Discord, il y aura un regroupement? Il y a déjà un Discord, tout à fait, qui est déjà actif sur la chasse. Ah ouais, alors que les énigmes ne sont pas encore sorties? Tout à fait. Alors les 2 premières énigmes sont déjà disponibles depuis le 15 novembre. Oui, pour ceux qui précommandent, c'est ça? Tout à fait. Ouais, exact. Donc si vous précommandez, vous avez déjà accès aux 2 premières énigmes. Ok. Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, mais est-ce qu'il y aura besoin à un moment donné d'aller au Puy du Fou pour ça ou pas? Alors non, et même le coffre n'est pas enterré sur un domaine privé. Il est forcément dans le domaine public, quelque part sur 6 pays d'Europe de l'Ouest, donc Portugal, Espagne, Andorre, France, UK et Irlande.
et il n'y a pas besoin de se déplacer de lieu en lieu pour collecter des indices. Les joueurs peuvent résoudre intégralement la chasse au trésor depuis chez eux. Ok. Il faudra juste se déplacer à la toute fin pour aller creuser. Pour aller creuser, et on a même prévu pour les joueurs handicapés ou pour les joueurs qui vivent à l'étranger une possibilité facultative et gratuite de pouvoir valider à distance leur solution. Vous avez déployé la chasse en plusieurs langues ou pas? Alors tout à fait, la chasse est traduite en anglais et en espagnol. Ah ouais. Et donc on a pour ambition de au moins arriver à la proposer à un public espagnol, à un public anglophone. Alors s'agissant de l'épée, ouais. Peut-être qu'on peut en dire quelques mots parce que c'est quand même le joyau de cette chasse. Et c'est ce qui a mobilisé une grande partie de l'équipe d'Excalibur au Puy du Fou pendant plus de 6 mois. On a fait appel à l'atelier Thibaut, ces 2 forgerons de Carcassonne, qui ont passé 6 mois à reforger l'épée selon les techniques du Moyen-Âge, donc vraiment en réduisant le minerai de fer, puis en utilisant une forge à charbon de bois, en faisant le corroyage de la lame, etc., avec marteau. Et puis ensuite, en prenant chaque élément de la garde de l'épée, donc le pommeau, la fusée, les quillons, en les ciselant dans la cire, et puis en les coulant et en les recouvrant d'or, avant d'intégrer au cœur du pommeau un spinel rouge de 6,23 carats, qui a été sourcé directement par la maison Bonneau Paris, donc une des plus prestigieuses maisons de joaillerie qui ont vraiment essayé de chercher la pierre la plus pure possible pour cette épée. C'est aussi ce qu'on essaie de faire à travers nos chasses au trésor, c'est de faire découvrir des métiers qui sont encore assez méconnus. Par exemple, les énigmes sont calligraphiées sur une peau de bête et on a fait appel à une enlumineuse pour ce travail-là. Donc on essaye aussi à travers ce projet de faire découvrir au grand public des métiers qu'on connaît peu ou pas assez. Tu as un objet qui est vraiment légendaire de par sa fabrication, c'est pas juste on a assemblé des métaux précieux vite fait, on les a collés et puis voilà, ça a une grande valeur. En fait, tu te fais plaisir quoi finalement. Globalement, on fait des projets coup de cœur et c'est très sympa. Mais est-ce qu'on peut faire autrement dans ce genre de métier? Je pense pas. Je pense que ça se ressentirait, quoi, tu vois. Donc, on parlait tout à l'heure qu'il y avait 6 boîtes possibles à précommander là actuellement. Est-ce que tu peux nous les présenter, nous dire exactement ce qu'il y a dedans et comment ça se présente? N'importe lequel des 6 coffrets contient le jeu, la chasse au trésor, Excalibur, donc classé aux 12 énigmes. Donc, en précommandant n'importe lequel des 6 coffrets, on peut participer à la chasse au trésor. En physique et en digital. En physique et en digital. Donc, la boîte Excalibur, elle va contenir 3 éléments pour les joueurs. Tous les joueurs auront le même support de travail. Une carte au trésor peinte à la main par Sonia Chapuzzo. Donc l'original était peint à la main, c'est une carte au trésor géante de 1 mètre par 1 mètre 50. Après c'est copié, elle n'a pas tout fait. De l'Europe de l'Ouest. Donc la carte qui contiendra des indices et qui fait partie intégrante du jeu. Et puis il y a les 12 énigmes calligraphiées dans un style d'enluminure que les joueurs vont devoir découvrir et analyser. Et enfin, les 12 enluminures qui sont associées à ces 12 énigmes. Toutes les box, après, ce qu'il y a en plus, c'est des choses qui ne sont pas utiles à la chasse, c'est des choses supplémentaires. J'ai vu qu'il y avait un super jeu de société, il y avait aussi une plume pour vraiment apprendre à calligraphier, etc. Donc ça, c'est des bonus en plus. Mais si je prends une box, j'ai 2 questions. Est-ce qu'elle arrive à Noël, avant Noël? Il y aura un parchemin qui sera livré avant Noël, okay, qui contient quelques informations, une invitation à participer à la chasse, ainsi qu'une mini-quête préliminaire pour mettre dans l'immersion de la chasse. Mais sinon, tout le reste sera livré en mai, au moment du lancement, pour que les joueurs vraiment commencent tous en même temps. Non, mais tu comprends ma question du coup, parce que je me dis, bien sûr. Ça peut être un super cadeau de Noël, mais est-ce qu'on reçoit rien avant le mois de mai? Non, on reçoit aussi les 2 énigmes, les 2 premières énigmes, donc il y a de quoi travailler pendant les vacances de Noël. Je vous mettrai donc un lien dans la description vers Unsolved déjà, et évidemment vers Excalibur, si vous voulez précommander pour avoir quelque chose à Noël, et pour après être dans les premiers à faire la chasse dès qu'elle sera disponible, parce qu'après on peut rentrer en cours de route à n'importe quel moment aussi, si on a raté un peu le coche. Oui, tout à fait. Tant que c'est pas trouvé, on peut se mettre à faire cette chasse comme toutes les chasses en soi. Bien sûr, même on peut profiter de ce que les joueurs ont. Même si c'est pas toujours très bien vu, mais forcément quand on arrive en cours de route, les joueurs ont déjà avancé à notre place, entre guillemets. Bon, ben merci Étienne, on suit ton travail. Merci beaucoup Fabien. À bientôt. Merci.